je m'appelle Mathieu Bablé, je suis auteur de bande dessinée au label 619. Je fais plus particulièrement de la science-fiction, c'est pourquoi je suis connu. Et moi, je suis venu à la bande dessinée en fait parce que j'avais envie de faire ça depuis tout petit. Et parce qu'à un moment, j'ai découvert le travail de Ron via Montaflecaz et c'est ce qui m'a particulièrement donné envie en fait, de faire du roman graphique, de faire des grosses paginations et de faire des projets un peu ambitieux. Disons que Midnight Tales, quand ça a été créé, il y avait cette envie dès le départ d'avoir donc des histoires autoconclusives qui se passeraient dans différentes mythologies à travers le monde et de distiller au fur et à mesure des histoires une espèce de fil rouge qui commencerait à se densifier de telle sorte qu'à un moment on puisse dégager de tous ces personnages, des personnages principaux et suivre leur histoire. Et donc en ce sens, Midnight Order, c'est un peu le prolongement logique de Midnight Tales où il y a deux personnages principaux, à savoir Johnson et Sheridan, qui vont vivre une grosse aventure compacte qui fait suite donc à l'univers initié dans Midnight Tales, mais qui peut aussi se lire de manière indépendante. Donc il y avait vraiment cette envie là pour le coup d'avoir un gros one-shot et donc d'être dans un truc un peu plus contrôlé que Midnight Tales. Midnight Tales, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient eux-mêmes leurs scénarios, qui finalement prenaient le décorum de l'univers que j'avais créé et puis ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, c'était vachement plus contrôlé. Je suis à l'écriture de quasiment tous les scénarios. Donc il y a vraiment presque un rôle de showrunner pour être sûr que tout s'emboîte bien et qu'il y ait une histoire qui puisse être lue d'un bout à l'autre. Ça s'est coordonné dans la douleur. C'est un travail de titan. Alors, pour répondre en partie à la question, moi je suis allé chercher des autrices et des auteurs avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Donc là, ça c'est le côté plaisir, c'est-à-dire contacter des Daphné Collignon, des Claire Fauvel, pour qui j'ai une admiration sans borne pour leur travail et voir si elles étaient disponibles pour faire une histoire. Et ça, en l'occurrence, par chance, ça a marché. Et puis constituer une équipe, voir quelle histoire irait le mieux avec quel style. Typiquement, une Daphné Collignon, on est sur une histoire d'ambiance. J'allais pas lui faire le combat final parce que c'était pas en adéquation avec sa manière de raconter. Mais voilà, choisir les auteurs, c'est la partie facile, c'est la partie plaisir. Et après, il y a coordonner éditorialement le titre. Parce qu'il y a coordonner scénaristiquement le titre, c'est-à-dire tout écrire et moi dessiner et écrire toutes les liaisons de telle sorte que vraiment qu'il n'y ait pas d'accro d'une histoire à l'autre. Et puis après, éditorialement, c'est vraiment être sûr que chaque personnage se reconnaît malgré les styles différents d'une histoire à l'autre, que chaque petit détail, que chaque nom évoqué, que chaque lieu visité ait une forme de cohérence, rajouter les articles par-dessus, rajouter les fiches créatures et puis comme ça, au fur et à mesure, monter le projet, monter le livre, faire en sorte et puis le mettre maqueter le livre à un moment et et puis prier à la fin pour qu'une fois qu'on lise tout, ça marche quoi. Absolument pas. Non, c'est vraiment le plus dur, c'est-à-dire que c'est très chronophage parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. En fait, il y a la vision idéalisée, c'est je donne mon scénario. 3 mois plus tard, on m'envoie les planches et puis moi je les intègre à la maquette. Et non, c'est beaucoup d'allers-retours parce qu'il y a des questions justement sur des choses qu'il faut peut-être expliciter un peu mieux. Il faut corriger le storyboard, le crayonner, l'ancrage puis la couleur. Et effectivement tout voir arriver en même temps et de telle sorte que par exemple moi toutes mes planches de jonction entre les histoires, je les ai vraiment réalisées à la toute fin quand j'avais justement toutes les histoires et que je me disais quelle information il pourrait manquer entre deux histoires pour que ça soit bien compréhensible. Donc ce travail de jonction, je l'ai vraiment fait à la fin, justement quand j'ai découvert toutes les pages les unes à la suite des autres et c'est là qu'on découvre est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut détailler ou pas. Alors d'un point de vue pragmatique, ça permet de faire 272 pages bien plus rapidement, c'est-à-dire de ne pas être seul à la barre, ça permet déjà d'avoir une ambition sur un projet sans y passer 4 ans, donc c'est déjà un fort avantage. Moi très personnellement, j'en avais besoin parce que
parce que justement quand on fait de la bande dessinée dans son coin, et particulièrement parce que je fais le scénario, la couleur et le dessin, et où je vois personne, quoi, littéralement, se confronter justement à d'autres personnes qui amènent d'autres idées, etc., c'est enrichissant, c'est nécessaire, je pense, pour continuer à grandir et se perfectionner en tant qu'artiste. Et en plus, je pense que pour le lectorat, ça permet vraiment d'avoir une pluralité de voix dans un scénario et un concept qui est pluriel en lui-même, quoi, qui porte ça dans son essence, parce que c'est des portraits de différentes sorcières à travers le monde, dans différentes cultures. Enfin, c'était le projet idéal pour que beaucoup de personnes interviennent dessus. Oui, alors moi c'est une figure qui m'intéressait vraiment déjà de base, même si j'en avais une vision assez fantasmée, parce que finalement en fait il faut vraiment se plonger dans l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé pendant la chasse aux sorcières des 15 et 17e siècles. Il y a beaucoup de fantasmes autour. Et pour autant, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est une figure qui est encore très vivace aujourd'hui, qui a des répercussions dans la société, dans nos croyances et aussi dans le mouvement militant qu'elle peut apporter. Parce qu'on parle quand même d'une femme persécutée donc pendant la chasse aux sorcières, et une récupération politique derrière et militante dès les années 70, et on l'a vu ensuite même dans les années 2010 avec Occupy Wall Street et dernièrement contre Trump. Et en même temps, il y a aussi une réappropriation, notamment sur TikTok, avec les sorcières de TikTok, où là on est plus dans une forme de bien-être, presque de médecine parallèle. Et pour autant, il y a quand même un point commun, c'est reprendre une figure persécutée pour créer de la sororité et pour créer de l'empowerment, enfin, je n'ai pas le mot français, mais de l'empowerment féminin. Et ça, je trouve ça passionnant, quoi, qu'une espèce de mythe est créé au final et des siècles plus tard quelque chose d'aussi fort, quoi. Et voilà, c'était vraiment ce qui me passionnait de développer. Oui, complètement. Alors il faut savoir que moi j'en avais la volonté mais pas du tout les capacités. Là il y a un vrai travail d'expertise de run pour savoir ce qui est possible de faire en impression. Là, ce que vous voyez, c'est une espèce d'impossibilité technique, parce que faire un marquage aussi fin sur un faux cœur, c'est très compliqué. Et tout le côté justement graphisme qui vient de Yuck, qui est le graphiste du label 119 depuis maintenant 13 ans, et qui a justement, et sur la couverture et à l'intérieur, fait en sorte qu'il y ait une vraie cohérence graphique et qu'on soit dans un côté grimoire, mais qu'on ait quand même un livre résolument moderne. Alors si, forcément un peu, parce que Rutsev c'est une maison très carrée. C'est un peu une machine de guerre. Et nous on est arrivé du label, le label 119, on est un peu à l'arrache sur plein de trucs. Et donc on a dû être un peu plus exigeant envers nous-mêmes et un peu plus carré. Donc ça s'est senti effectivement, on s'est rendu compte qu'éditorialement il fallait être vraiment très carré. Et bon, au final c'est pour le mieux, c'est très bien de faire comme ça. Mais c'est ce qui, je pense, nous a autorisé justement sur ce genre de projet de se dire vraiment on y va à fond et on fait un truc vraiment ambitieux, malgré le fait entre guillemets qu'on n'est que sur du récit anthologique avec plein d'artistes différents, qui est très souvent pas le genre de projet le plus facile à vendre auprès du lectorat. Alors moi le projet m'a littéralement tué dans la mesure où ça demandait beaucoup d'énergie et que je faisais ça en parallèle de mon propre one shot. Donc je suis très content d'avoir conclu la série et pour l'instant il n'y a rien de prévu. Pour autant c'est un univers qui se prête à d'autres déclinaisons, donc je ne m'interdis pas qu'un jour on revoit cet univers développé autrement, parce que je pense qu'il est cohérent avec ce qu'on a envie de raconter aujourd'hui, quoi. J'avais déjà répondu il y a quelques années à cette question et je crois que j'avais cité Miyazaki ou Moebius, un truc comme ça. Et donc du coup je vais changer. Et qui c'est que je vais prendre? Je vais pas être très original, je vais prendre Mike Mignola, tiens. J'aimerais bien rentrer dans sa tête, mais spécifiquement pour comprendre comment il arrive à composer aussi bien ses cadres et ses images. Et c'est un truc qui me fascine, donc voilà.